Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission spéciale de C'est le sport consacrée aux 24 heures du Mans. Et nous sommes aujourd'hui avec nos trois Top Gun de la moto charentaise, puisque nous avons Greg Black, 34 ans, originaire de Confolens et pilote pour la Suzuki Cert Yoshimura numéro 12. Maxime Pellizotti, 26 ans, originaire de Brie et pilote de la Yamaha Pitlane numéro 86. Et enfin, Julien Pilot, 36 ans, originaire de Touvres et pilote de la Kawasaki BMRT numéro 24. C'est ça. Donc, en amont de cette saison et des 24 heures du Mans qui se déroulent ce week-end, l'idée étant de présenter un petit peu la saison à venir et la saison passée, en commençant par Greg, tout seigneur, tout honneur, ancien vainqueur, dernier vainqueur des 24 heures du Mans. Quelques changements cette année, puisque tu conserves Sylvain Guintoli en coéquipier, mais tu retrouves Étienne Masson suite à la retraite de Xavier Siméon qui a pris donc sa retraite de pilote. Le bilan de la saison 2022 contrasté avec une belle victoire aux 24 heures du Mans, une casse difficile au Castellet et des 24 heures de Spa très difficiles en termes de conditions de course. Ouais, tout à fait. Je vois que tu es très bien renseigné. Donc c'est plutôt bien. J'ai plus rien à dire du coup. Tu as tout dit. Non, effectivement, ouais, on a un petit peu des changements pour cette année avec le retour d'Étienne Masson, donc, qui était pilote au CERT depuis 2015 et qui a été remplacé en 2021 par Sylvain Guintoli. Et finalement, avec la retraite de Xavier Siméon, le départ de Kazuki, il est revenu dans l'équipe, donc ça fait plaisir de retrouver un élément solide et fort pour nous cette année, c'était important. Le bilan, on va dire, de 2022, il est plutôt positif, malgré qu'on n'a pas eu le titre l'année dernière. On a eu le titre en 2020 et 2021. On a bien commencé la saison avec la victoire aux 24 heures du Mans, donc 2 fois d'affilée, c'est un très bon résultat. On était vraiment contents de ça. Ensuite, à Spa, effectivement, les conditions étaient particulières. On a une casse de boîte de vitesse, mais on finit quand même 4e. On marque des points importants. À Suzuka, on fait la course à 2 pilotes, donc une course difficile, mais malgré tout, on monte sur le podium. Et c'est assez rare pour les teams européens de monter enfin les pilotes européens surtout, de monter sur le podium à Suzuka. Donc c'était vraiment un honneur là-bas et un super résultat. Et ensuite, pour finir, le bol d'or qui ne s'est pas déroulé comme souhaité. On devait marquer des points et éventuellement être champion du monde. On était plusieurs en lice pour être champion, mais on avait vraiment nos chances. Et finalement, la casse moteur, après 1 heure de course, nous a fait perdre toutes nos chances. Et donc, on finit vice-champion du monde, qui est un résultat que beaucoup de pilotes et beaucoup de teams aimeraient. Et donc, il faut satisfaire de ça et surtout penser au chrono qu'on a pu réaliser, aux performances qu'on a données toute l'année, qui ont été très bonnes. Et c'est ça qu'il faut retenir, le travail de toute l'équipe. Maintenant, l'endurance, ça reste un sport difficile, physiquement, mentalement, et aussi pour la mécanique. Et il y a les aléas pour tout le monde, et les pannes mécaniques, ça fait partie du jeu. On le voit dans les équipes concurrentes, donc c'est comme ça. L'objectif pour cette saison 2023, c'est la gagne ou rien, finalement. La gagne ou rien, oui, on est toujours là-bas on roule toujours pour gagner. Maintenant, il faut le faire intelligemment. Donc, les 24 heures du Mans, ça va être l'ouverture du championnat avec des gros points à gagner ou à perdre. Donc, pour nous, ça va être important de marquer des points à cette course-là. Même, on va essayer de gagner, bien sûr, mais on ne tentera pas tout pour gagner. On va avoir un objectif de podium. Il y a 65 points à jouer, donc c'est assez gros pour nous. Après, on a maintenant le numéro 12 sur la moto. C'est le numéro emblématique de Yoshimura au Japon, donc ça leur fait plaisir de l'avoir. Nous, un peu moins, même si c'est sympa sur la moto, mais on préfère avoir le numéro 1. Donc on va tout faire pour retirer ce numéro 2. Maxime, saison 2022, dans la lancée des précédentes, avec une progression un peu continue de toi et de ton équipe, ce que tu conclus notamment sur un podium de la catégorie Stock Sport, au Bol d'Or, au circuit du Castellet. Pour 2023, tout change mais rien ne change, puisque tu gardes la même moto, la même équipe. Mais tes 2 coéquipiers sont complètement différents, puisque tu as un coéquipier allemand et un coéquipier néerlandais. Comment ça se passe, l'arrivée de ces 2 pilotes? Et les objectifs, j'imagine, c'est de poursuivre sur la lancée et d'avoir des résultats qui continuent de grimper en flèche. Ouais, totalement. Le but étant de continuer cette progression, parce qu'on voit que plus les années passent et plus on arrive à se rapprocher des équipes de devant. Donc oui, le but est effectivement de continuer dans cette dynamique-là.
Après, effectivement, de nouveaux coéquipiers, donc plein de choses à apprendre, à communiquer, à partager les informations, parce que ça change beaucoup de choses dans une équipe, mine de rien, surtout qu'ils ne sont pas français, donc il faut trouver un dialecte pour comprendre, pour pouvoir partager les données. Donc c'est assez compliqué. Maintenant, c'est quand même des pilotes qui ont beaucoup d'expérience, qui ont roulé en championnat du monde, et je pense que j'ai beaucoup à apprendre d'eux. Et on l'a vu dans les Prémans, ils étaient direct rapides, sans connaître le circuit, sans connaître vraiment la moto, parce qu'on a fait 1 jour et demi de test en Espagne, donc ils ont vraiment découvert l'équipe et la moto au Mans. Donc je pense que ça va être un plus pour cette saison d'avoir deux pilotes comme mes coéquipiers. Maintenant, effectivement, qui dit nouveau coéquipier dit aussi que l'équipe doit travailler avec eux, donc apprendre à régler la moto autour d'eux aussi. Donc c'est un nouveau challenge pour moi, mais aussi pour l'équipe. Okay. Julien, tu continues avec l'équipe avec laquelle tu as été champion du monde de Stock Sport, donc la Kawasaki BMRT. Un coéquipier nouveau, puisque vous perdez Anthony Loiseau qui est très expérimenté dans le milieu. J'imagine que vous voulez retrouver le titre que vous avez perdu l'année dernière, mais que vous aviez eu en 2021. Ouais, c'est ça en fait. Pour ma part, l'année dernière, ça s'est un peu écourté parce que je me suis cassé la clavicule dès les essais des 24 heures du Mans. Donc j'ai pas pu faire Le Mans ni Spa-Francorchamps. Et je suis revenu à Barcelone, puis après au Bol d'Or, pas forcément avec le niveau que j'espérais. Donc là, cette année, avec un maximum de préparation, je suis revenu un peu remonté. Et ce nouveau coéquipier n'est pas vraiment nouveau finalement, c'est Kevin Denis. C'est avec qui j'ai gagné le Super Stock en 2018. Donc on se connaît bien, c'est quand même quelqu'un d'expérimenté. La seule difficulté qu'on a tous les deux, c'est que lui fait 1m92 quasiment, donc au niveau des réglages sur la moto, c'est un peu compliqué. Mais sinon, ça va bien se passer, je pense. Difficile de trouver un compromis dans une équipe avec 3 pilotes, puisque vous partagez la moto avec 3 pilotes pendant 24 heures. Parfois difficile de trouver un bon compromis en termes de position sur la moto quand on a des grandes différences de taille dans l'équipage. Ouais, voilà, en fait, on a la même moto pour les 3 pilotes, on ne change pas de réglage entre deux relais. Donc déjà qu'il faut arriver à trouver le bon compromis au niveau comportement de la moto pour tout le monde. Là, en plus, on doit trouver la bonne ergonomie, on va dire, qui convient à tous les pilotes, quoi. Pour continuer sur les réglages et les particularités de l'endurance, Greg, tu as eu la chance l'an passé d'essayer la GSX-R RR2 MotoGP. Est-ce que tu peux nous expliquer les différences entre une moto de Grand Prix qu'on voit chez Fabio Quartararo ou Johan Zarco et les motos que vous utilisez pendant 24 heures sur un circuit? Quelles sont les principales différences techniques? Tout d'abord, les motos d'endurance, c'est des motos de série. Donc, c'est des motos qu'on peut acheter chez le concessionnaire, que ce soit des Suzuki GSX-R 1000, des Kawasaki ZX-10R ou des Yamaha R1 qui roulent le Maxim. Donc ça, c'est la principale différence, alors que les motos GP, c'est vraiment des prototypes fabriqués uniquement pour la piste et qui ne sont pas en vente. Donc vraiment, la différence principale, elle est là. Nous, on adapte les motos pour la piste. Alors bien sûr, entre les équipes, les motos stock et les motos EWC, il y a quand même une grosse différence. On change beaucoup plus de pièces sur une moto EWC. Donc on va dire que finalement, la fourche, le bras oscillant, c'est sorti de la technologie MotoGP, donc c'est très similaire. Et également l'électronique, ça ressemble beaucoup plus à une MotoGP. Le niveau d'endurance, il a monté, le niveau des motos, le niveau technique des motos a énormément progressé depuis les 10 dernières années. Et donc on a des motos qui sont beaucoup plus sophistiquées et qui ressemblent beaucoup plus aux MotoGP. Après, ça reste quand même des motos, comme on dit, de route qui sont modifiées. Donc en partant de là, automatiquement, c'est des motos beaucoup plus lourdes. Donc on sent vraiment la différence au niveau du poids. En MotoGP, ils ont l'autorisation d'utiliser des freins carbone. Donc ça, c'est vraiment une grosse différence. C'est des freins qui s'utilisent différemment, mais qui sont surtout beaucoup plus puissants. Donc après, moto plus légère, donc elle freine plus, elle s'arrête automatiquement plus vite grâce au poids. Et ensuite, les moteurs, c'est des moteurs qui font beaucoup moins de kilomètres, qui ne sont pas prévus pour faire des courses d'endurance et une longue distance, ni comme nous des moteurs qui sont prévus pour faire des balades sur la route et qui font des milliers de kilomètres. Les MotoGP, c'est prévu pour faire peut-être 500, 700 ou 1000 kilomètres et ils changent les pièces dans les moteurs. Donc du coup, c'est des moteurs qui sont beaucoup plus performants et qui ont des technologies différentes. Donc automatiquement, la puissance, elles font aux alentours de 290 ou 300 chevaux. Et nous, en WC, on est plus aux alentours des 230-240 chevaux. Donc on sent aussi la différence. Pour un poids qu'on peut estimer à combien avec une MotoGP, c'est à peu près 150 kg.
Et nos motos d'endurance, je crois que le poids limite, c'est 175 kg. Donc il y a quand même à peu près 25 kg d'écart, et on le sent quand même bien. Et alors justement, comment vous abordez la préparation physique et en termes de pilotage, parce que c'est quand même un challenge physique et Greg, tu le disais aussi mental, de piloter ces motos pendant aussi longtemps. Maxime, toi par exemple, comment tu te prépares pour ces courses-là comme programme physique et aussi l'entraînement sur la moto, parce que vous faites beaucoup de motos en dehors des courses? Oui, on essaie de rouler le plus possible. Après l'hiver, c'est vrai que c'est assez compliqué par rapport aux conditions climatiques. Donc l'entraînement physique est à base de footing, de vélo forcément, de renfort musculaire, et puis de jeux sympas comme le paddle, le squash ou le tennis. En fait, le but est de varier pour pas s'ennuyer, pour toujours trouver un peu un intérêt à faire du sport, parce qu'effectivement, ça demande quand même un gros physique d'exploiter ses motos pendant 24 heures. Donc il faut essayer de trouver toujours l'énergie et l'envie d'aller faire du sport, parce que c'est quand même assez compliqué à la sortie du boulot d'aller faire un footing ou d'aller faire du vélo. Faut avoir un peu la volonté. Donc c'est pour ça de toujours avoir l'envie de se faire plaisir et surtout d'être bien dans son corps pendant la course, quoi. Julien, à l'image de Maxime, tu as une profession en dehors de ton activité de pilote de haut niveau. Comment tu fais pour jongler entre ces deux, entre la facette du pilote et la facette aussi de professeur, puisque tu es professeur au lycée Albert Grégoire? Tout simplement, j'ai la chance d'avoir un lycée qui me soutient, donc il me permet de me donner des jours pour les compétitions, et après je récupère ça avec les élèves en fonction de l'emploi du temps. Mais j'ai pas tout à fait la même préparation que Max. C'est vrai que je roule très très peu en moto, et je fais plus un entraînement type triathlon avec de la piscine, du vélo et du running. Je fais pas beaucoup, en grand chose de plus que ça, parce que tout simplement on a une vie chacun différente. Et mais voilà, non, là par exemple les 24 heures du Mans, ça tombe pendant les vacances scolaires, donc moi ça m'arrange. Non, ça se passe plutôt bien à ce niveau-là. Greg, concernant ta préparation, tu roules beaucoup en moto, et notamment je crois en dirt track. Je crois que tu apprécies. Alors je vois des sourires, donc on va détailler. Mais toi, ton pilotage, tu le travailles pareil sur différentes motos et différents types de pilotage. Oui, tout à fait. Moi, j'ai la chance depuis 2016 d'avoir arrêté mon travail. Et donc, enfin, mon travail principal est de passer pilote professionnel, c'est-à-dire gagner ma vie avec la moto. Et ce qui me laisse automatiquement plus de temps pour m'entraîner et me consacrer entièrement à la moto pour être performant sur les courses. Donc ça consiste effectivement à m'entraîner au maximum en moto. Comme le disait Maxime, c'est très compliqué de s'entraîner sur la piste. Aujourd'hui, les coûts sont très élevés de rouler sur la piste entre les pneus, les genêts roulages, les conditions climatiques en France l'hiver qui sont difficiles, les circuits qui sont fermés. Donc on a tendance à plutôt se diriger vers l'Espagne quand on peut. Mais effectivement, même les coûts sont très élevés, il faut avoir une moto, etc. Donc c'est pour ça qu'on se tourne vers d'autres disciplines en moto qui peuvent être le motocross, l'enduro, trial, le dirt track. Et moi j'essaye de faire un petit peu toutes les disciplines parce que je pense que toutes ces disciplines apportent un petit quelque chose. Et notamment du dirt track en Espagne où beaucoup de pilotes espagnols, italiens ou d'autres pays de Grand Prix roulent. Et j'essaye aussi de faire du surmotard, c'est une bonne discipline. On a les sensations très similaires à nos motos de piste, c'est sur des petites pistes de karting, mais on a une 450 avec pas mal de puissance. Donc finalement, ça, en ratio poids-puissance et puis par rapport à la piste, c'est pas trop mal. Et à côté de ça, effectivement, les entraînements physiques, j'essaie de m'entraîner au quotidien. Pour conclure cette émission, c'est pas un secret, vous vous connaissez tous les trois assez bien. Quelles sont les anecdotes que vous pouvez donner les uns sur les autres? On va commencer par le cadet. Maxime, qu'est-ce que tu aurais comme anecdote? Je passe après. Alors, c'est ça le truc. Ça va être crescendo. Je donne une bonne anecdote, soit j'en ai qui sont marrantes, mais non, allez, une bonne à Alcaraz, on roule un peu ensemble. Greg est derrière moi, donc Alcaraz qui est un circuit en Espagne, tout à fait. Donc, pour les premiers tests, effectivement, avec le R1. Donc on part ensemble et du coup Greg, je demande qu'il me donne quelques conseils, donc il me suit. Et donc on rentre au stand, etc. Donc après on débrief, il me montre la caméra, il me dit là si tu fais ça, tout de suite tu vas gagner, je sais plus ce que tu m'avais dit, mais 3-4 dixièmes. La séance d'après je le fais et effectivement 5 dixièmes de tombée, quoi. Donc voilà l'anecdote qui est quand même cool. Enfin surtout je la corrigerai un petit peu parce qu'en fait il est parti Maxime
Et j'ai dit, vas-y, je te suis. Moi, j'ai une moto perso. Une très bonne moto. Une bonne moto Une très perso. bonne moto. Et Maxime, il est parti. Il m'a dit ses chronos juste avant, qui étaient corrects, mais je savais que j'étais un peu plus vite. Donc, je me dis, bon, bah, ça va, je vais le suivre tranquille avec la vidéo. Et en fait, il est parti à bloc. Et j'ai vraiment eu du mal à suivre. Ça, c'est la vraie histoire. Je me suis mis 3 couteaux sous la gorge pour essayer de te suivre et de te filmer. Donc Greg est un bon professeur. Ouais, très très bon. Voilà, ça, oui, clairement. Et sur Julien, j'étais très jeune. Moi, j'ai commencé la piste sur une pit bike, donc une petite supermotard à La Rochefoucauld. Et il y avait Julien qui faisait ma taille, donc je pensais que c'était un enfant aussi. Et en fait, non, il roulait déjà. Et en fait, pour essayer de le suivre, moi, je coupais les stands à fond pour prendre sa roue dès que possible, quoi. Donc voilà l'anecdote. Tu trichais je trichais déjà. Ouais. J'allais vite dans les stands à cette époque-là. Julien, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur tes deux compères? Je commence par Black ou Pelizotti? Pour suivre Max, je me souviens très bien de cette histoire où il coupait par les stands quasiment à chaque tour pour arriver à prendre ma roue. Et il y a quelques semaines, on a été à Husso refaire du pit bike, donc peut-être pas 13 ou 14 ans plus tard. Et il m'a clairement collé 2 secondes au tour sur une petite piste avec un tout petit dirt. Donc je pense que l'élève a dépassé le maître. Là, largement sur les pits, en tout cas, on est bon. Sans couper la voie des stands. Sans couper la voie des stands. Ouais. Plutôt moi qui cherchais la voie de ce coup-ci. Et Greg, je me souviens de ma première course de Superbike au Mans. C'était la mienne, c'est mon anecdote. C'était la tienne, ça. Parce que du coup, j'avais pris un plutôt bon départ et je double pas mal de pilotes, dont des noms que j'avais en poster en fait dans ma chambre à ce moment-là, donc j'étais assez fier de moi. Et je double aussi Greg Black et puis la course se poursuit. Moi, je reste après sur ce rythme-là et je vois Greg qui me déboîte et qui déboîte tout le monde devant. Mais on était, je sais pas, peut-être 8e ou 10e, un truc comme ça. Et il déboîte tout le monde jusqu'à temps d'arriver sur les premières places, quoi. Je fais 2. Et en fait, j'ai fait 2, je crois, c'est ça. Et je me souviens de ce qu'il m'a dit à l'arrivée. Il m'a dit, mais moi, quand j'ai vu marqué Pilot sur le cuir, j'ai dit, c'est pas possible, je peux pas rester derrière. Et du coup, il a déboîté tout le monde. Il est resté sur ce rythme-là. Greg, du coup, je te laisse enchaîner sur Maxime et sur Julien. Sur Julien, je voulais raconter ça justement, que c'était top à cette époque-là. Je savais qu'il était charentais, on se connaissait pas trop. Et puis effectivement, quand on est arrivé, il faisait des très bons résultats, il roulait vite. Et je me souviens, c'était la moto Up Racing, je crois, c'est ça. Ouais. Et donc effectivement, quand on se retrouve en course, moi c'était ma première course aussi de l'année. J'étais revenu, je crois, de France Superbike, c'était en 2014, il me semble. Et donc on s'est retrouvés à rouler vite tous les deux, et puis tout le paquet de devant était tous ensemble, on était 8 pilotes à peu près, et puis finalement en course on était tous à peu près pareil, et puis moi j'ai réussi à me faufiler et puis à finir deuxième, mais c'était top de se retrouver là. Et après l'anecdote que j'ai avec aussi Julien, c'est quand on avait roulé ensemble à la course de ligue, on faisait des courses de ligue, et c'était un petit peu la course de régionale, on va dire, et c'était top parce qu'on s'est retrouvés à Haute-Saint-Onge, je me souviens un peu à quelle année c'était, mais peut-être à 2013. 2014 aussi. Ouais, 2014, c'était juin 2014. J'étais en 2014, ouais, c'est ça. T'étais pas né encore. Et donc là, on s'est retrouvés, et pareil, c'était une superbe course parce qu'en qualif, on s'était un peu bagarré parce que c'était pour ce qui avait encore de piste. D'ailleurs, c'est Julien qui l'avait eu un dixième plus vite que moi, il me semble, en 55-6 ou un truc comme ça. Et puis après, en course, t'étais tout en panne, je crois. Ouais, j'ai cassé le moteur. Voilà, une moto qu'on m'avait prêtée d'ailleurs. On était ensemble, on roulait ensemble en course, on était l'un derrière l'autre, et puis à un moment donné, il s'est arrêté sur le bon côté parce qu'il était tombé en panne. Mais c'était rigolo de se retrouver justement entre Charentais, dans les mêmes années à rouler ensemble. Et puis souvent, quand on était amené à se voir en piste aux 24 heures du Mans ou d'autres, c'était toujours rigolo de voir quelqu'un qu'on connaît qui est de chez nous, quoi. Ouais. Maintenant, je fais ça avec Maxime, que je vois plus souvent en piste. Mais, et puis après, pour Maxime, pareil, tranquille. Non, on peut parler de ses colères au paddle, par exemple. Le nombre de raquettes qu'il a cassées au squash, au paddle, par exemple, c'est plutôt sympa parce qu'on essaye de s'entraîner ensemble, on habite pas loin, on essaye de faire du sport ensemble, on aime bien un peu les mêmes activités. Donc au début, on a commencé à jouer au squash ensemble. Et Maxime pensait qu'il était bon au squash, mais finalement, après 2 ou 3 raquettes de cassées, il n'avait juste pas la bonne raquette. C'est comme dans les jeux vidéo, c'est la faute de la manette, là c'est la raquette. Exactement. Du coup, après on est passé au paddle, et puis... c'est pareil, j'ai toujours pas la bonne raquette. Ouais, je pas la bonne raquette. Donc, on s'amuse bien ensemble, et puis c'est plutôt cool de s'entendre comme ça, entre Charentais, je dirais, parce qu'il y a pas mal d'autres pilotes qui s'entendent beaucoup moins bien, donc nous, ça fait plaisir. Très bien. Merci messieurs, et bonne chance pour les 24 heures du Mans et cette saison qui arrive. Quant à nous, on vous donne rendez-vous demain pour un C'est le sport plus classique.